Lors du 30e anniversaire de mariage de mes parents, ils ont dévoilé un arbre généalogique peint sur mesure à l'intérieur de la maison. Mes frères et sœurs l'avaient planifié, mes parents l'avaient approuvé. Il comportait 112 noms sauf le mien. Je n'ai rien dit, j'ai simplement agi discrètement. 3 jours plus tard, une vidéo a été partagée en ligne, et ma sœur appelait son avocat dans une panique totale. Voici ce qu'il en est de l'effacement, ce n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est si silencieux que cela semble presque poli. Nous étions dans la salle à manger de la maison de mes parents. Tout le monde avait été rassemblé à l'intérieur pour la « grande révélation », c'est ainsi que mon frère l'appelait, comme si nous allions voir une nouvelle voiture ou une révélation de genre. C'était une fresque murale, un arbre généalogique peint à la main couvrant tout le mur, un cadeau des enfants, ce qui m'incluait financièrement, mais pas créativement. Ils ne voulaient pas de mon avis. On s'en occupe, a dit ma sœur. Contribue juste ton tiers. Alors j'ai contribué, comme toujours. Le rideau est tombé avec une petite fioriture, et la foule a poussé un soupir. Mon père a ri, ma mère a essuyé une larme, ma sœur s'est pratiquement inclinée. Les gens ont applaudi, parce que c'est ce que vous faites lorsqu'on vous dit que vous assistez à quelque chose de significatif. Et c'était impressionnant, je leur accorde cela. L'arbre était massif, avec des branches imposantes, une calligraphie complexe et des accents dorés. Il y avait des noms autant de noms, cousins, cousins au second degré, beaux-parents, bébés. Même le chien de la famille avait une empreinte de pattes. J'en reconnaissais la plupart, non pas parce que nous sommes proches, mais parce que j'ai une excellente mémoire. C'est pratique lorsque votre personnalité doit être étudiée, répétée et constamment remaniée pour être simplement tolérée. J'ai souri, j'ai applaudi au pas encore de drapeau rouge. Je me suis approché, scrutant les branches par vague curiosité. J'ai trouvé ma sœur aînée tout de suite, de grandes lettres audacieuses complétées par des portraits de ses jumeaux et de son mari. Le nom de mon jeune frère était de l'autre côté, sous un petit rouleau fier qui disait « Directeur régional des ventes ». Il vend des appareils électroménagers, on croirait qu'il a inventé l'électricité. J'ai ensuite cherché mon nom. Il n'y était pas. Pas de panique. C'était un grand arbre, peut-être étais-je caché quelque part plus bas, ou peut-être que l'artiste avait utilisé les noms légaux complets et avait omis mon surnom. J'ai scanné à nouveau, méthodiquement cette fois, de gauche à droite, de bas en haut toujours rien. J'ai vérifié les grappes de conjoints, au cas où. Non. Je ne suis pas marié, mais ma cousine Émilie non plus, et elle a eu sa propre feuille, avec une petite aquarelle de son chat recueilli. J'ai regardé chaque nom, les 112. Chaque personne dans cette pièce était sur ce mur sauf moi. Pendant un instant, j'ai pensé que j'étais peut-être simplement devenu temporairement aveugle, ou que je rêvais, ou les deux. J'ai fixé la fresque murale intensément, comme si je pouvais me faire exister en plissant les yeux. Rien. La première chose que j'ai ressentie n'était pas la rage ou même la tristesse, c'était la gêne, cette chaleur rampante sous votre peau qui vous fait vous sentir à la fois invisible et exposé, comme si votre fermeture éclair était baissée et que quelqu'un la diffusait en direct. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas posé de questions. Je suis simplement allé calmement aux toilettes et j'ai fermé la porte à clé. Il ne s'agissait pas de besoin d'intimité, j'avais juste besoin de quelques minutes ininterrompues pour croire à ce qui s'était réellement passé. Je me suis assise sur les toilettes fermées, j'ai fixé les carreaux du sol, et j'ai laissé mon cerveau faire ce qu'il fait de mieux, trier les données. Et les faits étaient simples, j'ai aidé à payer une fresque murale ou une fresque murale qui comprenait plus de 100 personnes ou une fresque murale qui a été approuvée par mes frères et sœurs et par mes parents. Et dans tout ce processus des semaines, peut-être des mois de planification, personne n'a pensé à m'inclure, ou ils y ont pensé et ont décidé de ne pas le faire. C'est ce qui m'a touché, l'intentionnalité de la chose. Ce n'était pas un oubli, les oublis ne survivent pas à 4 ébauches, un acompte et un mur. Après un moment, je me suis rendu compte que j'étais resté assise là pendant près d'une demi-heure. Personne n'avait frappé, personne n'avait envoyé de texto, personne n'avait même remarqué que j'étais parti. Je me suis éclaboussé de l'eau sur le visage, je l'ai soigneusement séché, j'ai appliqué du baume à lèvres, j'ai lissé mes cheveux. Lorsque j'ai ouvert la porte et que je suis retourné dans la salle à manger, la fresque murale était toujours la vedette du spectacle. Les gens prenaient des selfies devant elle maintenant, pointant leur nom comme s'ils avaient gagné quelque chose. Ma mère était près de la table des boissons. Je me suis approché, souriant comme si rien ne s'était passé. « Salut », ai-je dit de façon décontractée. Elle s'est retournée, joyeuse. « Oui, ma chérie ? Ne penses-tu pas qu'il manque quelque chose à la fresque murale ?
Elle avait l'air confuse. Il manque quelqu'un, ai-je dit, en souriant toujours. Qui? Moi. Son expression n'a pas beaucoup changé, juste un clignement de yeux, une pause d'une demi-seconde. Oh, ça, a-t-elle dit, en redressant une pile de serviettes. Eh bien, nous ne pensions pas que tu voudrais y être. Tu sais, tu n'aimes pas vraiment ce genre de choses. L'héritage, ai-je dit. Tu sais ce que je veux dire. Derrière elle, mon père a reniflé. On s'est dit que tu appellerais ça des bêtises sentimentales et que tu roulerais des yeux. J'ai hoché la tête une seule fois, et c'est tout. Ils savaient. Ils avaient vu la version finale, ils l'avaient approuvée, et ils étaient d'accord avec ça, à l'aise, même. Alors je n'ai rien dit d'autre, je me suis simplement retourné, je suis allé à la porte d'entrée, et je suis parti. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a suivi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et j'ai conduit au pas à la maison, pas encore. J'avais des choses à faire, des choses tranquilles, des choses prudentes, et un dossier très bien organisé que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Je n'ai rien dit ce soir-là, mais 3 jours plus tard, il verrait mon nom quelque part où il ne s'y attendait pas, et cette fois, il ne pourrait pas l'effacer. Je suis autiste. Je ne connaissais pas toujours le mot pour le dire, mais j'ai toujours su que j'étais quelque chose que les gens ne voulaient pas. J'avais l'habitude de penser que j'étais un appareil électroménager cassé, j'avais l'air normal de l'extérieur, mais quelque chose à l'intérieur ne fonctionnait pas comme il le devait. Je n'étais pas sûr de quelle partie, exactement, juste que cela continuait à faire regarder les gens comme si j'avais dit quelque chose de mal, ou à rire lorsque je ne plaisantais pas, ou à se taire comme si j'avais gâché quelque chose d'invisible. J'ai donc passé la majeure partie de ma vie à faire semblant de ne pas être autiste, bien avant même de connaître le mot. Toute mon enfance a été essentiellement une longue expérience sur la façon de passer pour quelqu'un qui appartenait. J'ai grandi dans une grande famille élargie, des gens bruyants, occupés, performatifs qui aimaient les fêtes surprises, les jeux de famille et les chants de groupe ou toutes choses que je redoutais silencieusement et que j'essayais très fort de ne pas montrer. Nous avions des cousins comme la plupart des gens ont des plantes d'intérieur trop nombreux pour les nommer, tous se bousculant dans une seule pièce. Cela aurait dû ressembler à une communauté, ce n'était pas le cas. Dès l'âge de 5 ans, je savais que j'étais un genre de différence, et le message venait le plus fort de l'intérieur de ma propre maison. Un de mes premiers souvenirs est d'avoir dit à ma tante que sa nouvelle coupe de cheveux semblait inégale. Je pensais faire preuve d'utilité, elle avait demandé ce que je pensais, et je le lui ai dit directement, comme on m'avait appris à le faire. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que ma mère m'emmène à part et me dise que j'étais impolie, embarrassante et ingrate. Ensuite, mon père a ajouté que je devais apprendre le tact, sinon je n'aurais jamais d'amis. J'ai été mise à pied pendant 2 semaines à cause d'une coupe de cheveux. Lorsque mon frère a dit à la même tante qu'elle ressemblait à un berger australien rose 6 mois plus tard, tout le monde a ri. C'était le thème. Mes frères et sœurs, Jake et Élise, étaient les enfants d'or, sociaux, expressifs, toujours actifs. Élise, en particulier, pouvait dire ou faire à peu près n'importe quoi et être considérée comme charmante. Lorsque j'ai copié son expression exacte dans une conversation de groupe une fois, j'ai reçu un regard étrange et on m'a dit que j'y essayais trop fort, ce que je faisais, mais pas de la façon dont il le pensait. J'essayais de comprendre comment exister autour d'eux sans être corrigé, moqué ou ignoré. Jake avait l'habitude de m'aboyer dessus comme un chien lorsque j'entrais dans une pièce, juste pour voir si je sursauterais. Élise imitait ma voix d'un gémissement aigu, disant des choses comme « Techniquement, il n'est pas exact de dire cela, car… » J'avais l'habitude de les corriger lorsqu'ils disaient des choses qui n'étaient pas vraies, vous savez, comme un enfant ordinaire qui se souciait des faits. Mes parents l'ont vu, ils ont ri aussi. Tu dois admettre, Johanna, tu as vraiment l'air de ça. Ce que je n'ai jamais entendu, c'est « arrêtez de vous moquer de votre sœur. » J'ai donc commencé à essayer de me réparer. Je ne l'ai pas fait parce que j'aimais lire ou que je voulais être meilleur en réseau, je l'ai fait parce que j'étais désespéré. J'avais des étagères entières de livres sur la communication, les compétences sociales, le langage corporel ou des titres comme Comment parler à n'importe qui et Règles sociales pour les enfants. Je ne les ai pas lus comme des livres, je les ai étudiés comme si je me préparais à un examen, maintenir le contact visuel pendant 3 secondes, puis détourner le regard, sourire en saluant, hocher la tête occasionnellement, poser des questions, ne pas trop parler, ne pas interrompre, ne pas corriger. Je me suis entraîné devant le miroir, je me suis enregistré pour entendre si je sonnais bizarre, j'ai observé les autres et j'ai pris des notes mentales. Et pourtant, à chaque réunion de famille, j'étais celle à l'écart trop silencieuse, trop intense,
pas assez amusante. Je m'asseyais à la table des enfants même lorsque j'avais 16 ans, parce que personne ne me faisait de la place à la table des adultes, et personne ne me demandait de participer à autre chose. Lorsque j'essayais ou lorsque je souriais et que je participais aux conversations et que j'imitais le bon ton où ils demandaient « Pourquoi agis-tu comme ça ?» J'étais coincé, si j'étais moi-même, j'étais un problème, si je masquais, j'étais bizarre. De toute façon, j'ai perdu. À l'école, j'ai excellé non pas socialement, mais académiquement. Les sciences avaient un sens, la programmation avait un sens. Les cellules, la logique et les algorithmes ne se souciaient pas si je faisais une mauvaise grimace, ils fonctionnaient, ou non. J'ai obtenu une bourse complète à l'université pour la biologie et l'informatique, j'ai obtenu mon doctorat, j'ai commencé à donner des cours à temps partiel et à travailler dans la recherche. Je gagne maintenant plus d'argent que quiconque dans ma famille, mais personne ne le mentionne sauf lorsqu'il est temps de planifier un grand cadeau de famille. Alors c'est toujours, peux-tu contribuer un peu plus? Tu te débrouilles si bien. Et je l'ai toujours fait, parce que je pensais que peut-être cette fois, ça compterait pour quelque chose. J'ai commencé à soupçonner que je pouvais être autiste lorsque j'avais 25 ans. Je lisais un forum sur l'épuisement social chez les femmes, et j'ai vu message après message qui ressemblait à quelqu'un qui avait volé mon monologue intérieur des femmes parlant de masquage, de ne jamais se sentir naturel, de devoir étudier comment socialiser, d'être épuisé après les fêtes d'anniversaire. Je ne me suis pas senti vu, je me suis senti interpellé. J'ai donc creusé plus profondément, lu des articles, des essais personnels, passé 3 évaluations en ligne. J'ai obtenu des scores hors normes. Je ne voulais rien supposer, alors j'ai trouvé un spécialiste, j'ai fait une évaluation complète, j'ai passé des heures à répondre à des questions et à des évaluations. Et à la fin, j'ai obtenu ce que je savais déjà, un diagnostic officiel trouble du spectre autistique. Je l'ai dit à ma famille. Je les ai fait asseoir où j'ai essayé. Ma mère n'arrêtait pas de se lever pour remplir son thé. Lorsque j'ai enfin réussi à sortir les mots, elle a ri. Tu n'es pas autiste, Johanna. Ne sois pas stupide. Tu n'aimes tout simplement pas les fêtes. Mon père a dit, tu es trop intelligente pour être autiste. Jake a dit, oh, alors maintenant, on est censé marcher sur des œufs autour de toi. Élise a simplement souri et a dit, tu as toujours aimé les étiquettes. C'est la même sœur qui a construit une marque autour de l'inclusion neurodivergente, qui met des mannequins neurodivergents sur ses campagnes, qui parle de représentation dans les interviews et qui a ensuite commandé une fresque murale avec 112 noms et a omis le mien. Ils ne m'ont pas oublié, ils ne m'ont pas négligé, ils m'ont effacé. Et si je n'étais pas entré dans cette pièce et n'avais pas regardé ce mur de mes propres yeux, j'aurais peut-être passé une autre décennie à croire que si j'essayais plus fort, si je me réparais un peu plus, ils me laisseraient appartenir. Mais maintenant, je sais qu'ils n'ont jamais voulu que je le fasse, et j'en ai fini d'essayer de le gagner. Je n'ai pas crié, je n'ai pas exigé de réponse, je n'ai appelé personne pour expliquer à quel point il m'avait blessé. J'ai simplement cessé de répondre. Pas de sortie dramatique du chat de groupe, pas de dernier mot. J'ai mis en sourdine le fil de la famille, j'ai archivé les messages et j'ai désactivé les accusés de réception. Puis j'ai débranché la machine que j'alimentais toute ma vie. La première chose que j'ai coupée a été l'argent en pas tout d'un coup. Je n'essayais pas de faire valoir un point, j'en avais simplement fini. J'ai annulé le virement automatique qui couvrait une partie de l'impôt foncier de mes parents, celui qu'ils n'ont jamais reconnu mais dont ils dépendaient clairement. J'ai retiré ma contribution à notre fonds commun d'événements familiaux, qui avait commencé comme une chose de groupe mais qui est lentement devenu, Johanna couvre ce que nous avons oublié. J'ai refusé la demande Venmo d'Élise pour les arrangements floraux qu'elle avait déjà commandés en notre nom. J'ai cessé de payer pour des gens qui ne pensaient pas que j'appartenais à eux. Personne ne l'a remarqué pendant la première semaine. J'ai observé silencieusement le chat de groupe bourdonné de photos de fêtes filtrées et d'éloges après l'événement. Puis quelqu'un a mentionné la compte d'anniversaire manquant pour la fille de notre cousine Lily. Jake, est-ce que quelqu'un a couvert la part de Johanna? Il a rebondi. Élise, je suis presque sûr qu'elle a simplement oublié. Pouvez-vous la contacter? Elle pourrait être à nouveau dépassée. Dépassée, c'était leur mot préféré pour moi, pas autiste, pas exclu, pas trahi, juste dépassé, comme si j'étais tombé sur ma propre ombre encore une fois. Quelques jours plus tard, Élise m'a envoyé une note vocale. Je l'ai écoutée une fois, puis une autre, juste pour confirmer que je n'avais pas imaginé le ton. Salut, alors je sais que les choses ont été un peu étranges, mais je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu nous as vraiment manqué après la fête,
et je sais que tu as été sensible ces derniers temps, mais tu sais qu'on t'aime, n'est-ce pas? Comme, évidemment, tu es importante pour la famille. Bref, fais-moi savoir si tu vas bien. Aussi, si tu pouvais envoyer ton tiers pour le cadeau de Lily aujourd'hui, ce serait génial. Sans pression. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une facture transmise et un email passif-agressif, juste pour faire un point, de l'assistante d'Élise. Je l'ai supprimé. Puis est venue la parade de la culpabilité. Ma mère a laissé un message vocal où elle essayait clairement de paraître calme mais avait cette voix de panique chantante qu'elle utilisait toujours lorsque les choses se décomposaient. Johanna, ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas comme toi. Tu as toujours été si généreuse et fiable. Je sais que la fresque murale était compliquée, mais on essayait juste de faire quelque chose de spécial. On ne voulait pas te contrarier. S'il te plaît, ne laisse pas ça ruiner toute la dynamique familiale. La dynamique familiale, c'est comme ça qu'elle l'appelait, pas ce qu'ils avaient fait, juste ma réaction à cela. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils m'ont peinte dehors, on rit dans ma figure lorsque j'en ai parlé, et maintenant ils étaient confus. Je ne voulais plus être leur donatrice silencieuse. Je n'étais pas en colère plus maintenant. J'étais simplement indisponible. J'avais de nouveau de l'énergie, celle qui apparaît lorsque vous cessez de verser votre valeur dans des gens qui ne vous voient que comme une ressource. Et vers la même époque, j'ai reçu un email d'un organisateur de conférence. Un conférencier principal s'était retiré au dernier moment d'un sommet sur la neurodivergence et la santé mentale. Quelqu'un avait vu un article de blog que j'avais écrit des mois auparavant sur les femmes autistes à haut masquage dans le milieu universitaire. Ils m'ont demandé si j'aimerais prendre la parole. Au début, j'ai presque supprimé l'email, je ne suis pas une oratrice publique, pas par nature. Mais ensuite, j'ai pensé que c'était peut-être le but. J'ai donc dit oui. J'ai passé une semaine à écrire le discours, pas à le répéter, mais à l'écrire honnêtement. J'ai commencé par une histoire sur une fille qui apportait toujours les cupcakes supplémentaires à la fête, payait la pizza, prenait du retard, assumait la planification au toujours serviable, toujours juste en dehors du cercle. Je leur ai raconté comment elle avait lu 13 livres sur les compétences sociales avant l'âge de 12 ans, espérant qu'ils lui apprendraient à cesser de mettre les gens mal à l'aise. Je leur ai raconté comment elle a obtenu un doctorat, acheté une maison, donné généreusement, souri poliment, n'a jamais fait de vagues, juste contribué encore et encore, silencieusement, de façon fiable, invisiblement jusqu'à ce qu'un jour elle aide à payer une fresque murale, un arbre généalogique. Il y avait 112 noms, le sien n'en faisait pas partie. Le discours a été diffusé en direct. Je n'y ai pas beaucoup pensé, je suis rentré à la maison, j'ai fait du thé et j'ai corrigé des copies. Mais le lendemain matin, la vidéo comptait plus de 60 000 vues. Les gens l'ont partagé avec des légendes comme « ça m'a plus touché que je ne m'y attendais ». La cruauté de l'exclusion silencieuse. Vous ne pouvez pas vous dire inclusif si vous effacez votre propre frère ou sœur. Les commentaires ont commencé à affluer, certains venaient d'étrangers, d'autres non. Une personne a écrit « Ne s'agit-il pas de cette créatrice de mode qui poste toujours sur la neurodivergence ?» Une autre a répondu « Sa sœur n'a-t-elle pas payé cette fresque murale aussi ?» Je me souviens des photos. Je n'ai pas dit un mot, mais je n'avais pas besoin de le faire. Et puis quelque chose s'est passé à quoi je ne m'attendais pas, ils m'ont poursuivi. J'aurais dû le prévoir, mais je ne l'ai pas fait, non pas parce que je ne comprenais pas avec qui j'avais affaire, si. Je pensais simplement que même eux ne seraient pas aussi stupides, ou aussi mesquins, ou aussi délurés. Mais non, ils l'étaient exactement. L'enveloppe est arrivée par courrier, un homme en costume me l'a remise comme si j'étais servi dans un thriller. Je m'attendais à moitié à ce qu'ils disent « Vous avez été averti ». À l'intérieur, une poursuite intentée par la société de ma sœur pour dommage à la réputation. D'où le fait que je dise la vérité. C'est devenu viral parce que, apparemment, exclure publiquement votre frère ou sœur autiste va bien jusqu'à ce que le public s'en rende compte. Sa marque avait déjà commencé à saigner à ce moment-là. Cela a commencé par quelques commentaires discrets en ligne, puis les gens ont commencé à republier des extraits de la conférence ou mon discours avec des citations comme « Elle a payé la fresque murale, son nom n'y était même pas, drôle comme certaines marques, inclusives, n'incluent que les personnes qui les mettent en valeur. » 112 non pas le sien. Les gens ont posé des questions, et lorsque vous construisez toute votre entreprise sur l'esthétique de l'inclusion, de telles questions sont du poison. Les partenariats se sont tus, un mannequin s'est retiré, une influenceuse a annulé une collaboration et a publié une histoire cryptique que tout le monde savait concerner Élise.
Soudain, la sœur qui a toujours prétendu défendre la neurodivergence s'est fait demander pourquoi elle ne pouvait même pas se tenir à côté. Elle a donc décidé de me poursuivre pour avoir créé un récit trompeur, pour diffamation implicite, pour avoir orchestré une attaque ciblée contre la réputation. Elle a également ajouté la détresse émotionnelle, ce que j'ai trouvé assez adorable. Je veux dire, moi orchestrer une attaque contre la réputation? S'il vous plaît. Je peux à peine organiser un rangement d'épices sans faire de pause. J'ai engagé un avocat à un bon. Elle m'a demandé, l'avez-vous nommé dans le discours? Non. Avez-vous identifié son entreprise? Non. Avez-vous menti sur quoi que ce soit? Non. Elle a souri. Alors, amusons-nous. Nous avons soigneusement construit une affaire. J'ai remis le virement bancaire prouvant que j'avais payé un tiers de la fresque murale, des captures d'écran du chat de groupe où on m'a dit « on s'en occupe », et où je n'ai plus jamais été consulté, une liste d'invités numériques 112 personnes, chacune d'elles sur le mur sauf moi, une photo haute résolution de la fresque murale elle-même, avec les noms étiquetés et célébrés, et le clou à un email de l'assistante d'Élise, nous avons omis Johanna, Élise pensait que ce serait plus simple. Plus simple, comme enlever une tumeur. Le procès n'a pas été long. Élise est apparue comme si elle auditionnait pour le rôle de « femme lésée », édition entreprise, tailleur beige, pas de maquillage, pas de contact visuel. Mes parents étaient assis derrière elle, tous deux portant leur visage, nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais nous soutenons notre fille. C'était étrange de les voir dans une salle d'audience, ils n'avaient pas l'air à l'aise peut-être parce qu'il y avait des règles là-bas, ou des conséquences. Mon avocate m'a demandé de raconter l'histoire, alors je l'ai fait. J'ai expliqué comment j'avais contribué financièrement, comment je n'avais pas été incluse dans la planification, comment je n'étais pas sur l'arbre, comment ma sœur avait construit une marque à partir de l'identité même qu'elle avait effacée de sa propre famille. J'ai parlé clairement, calmement, je m'étais entraîné. Je n'ai pas regardé Élise, je n'avais pas besoin de le faire. La photo de la fresque murale est apparue sur un écran. Le juge a plissé les yeux. Le biscuit de qui? Notre chien de famille, ai-je dit. Décédé? Oui, mort en 2020. Le juge m'a regardé. Mais inclus? Oui. Il a regardé ses notes, puis à nouveau l'image. Votre nom n'y est pas. Non, ai-je dit. Il n'y est pas. J'ai pu sentir l'air changer dans la pièce. Il y a quelque chose à voir cela imprimé au pas métaphorique, pas exagéré, pas émotionnel, juste un fait, un mur de 112 noms, le mien manquant. Un chien mort a fait l'arbre, moi non. L'avocate d'Élise a essayé de prétendre que la fresque murale était symbolique, qu'elle n'était pas destinée à représenter chaque membre de la famille. Alors mon avocate a zoomé sur les branches, a montré les surnoms, les dates de mariage, les bébés eux-mêmes, le petit gland doré sous le nom de Jake avec, premier à posséder une maison, en dessous. Symbolique, a-t-elle demandé, ou sélectivement complet? Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup plus. L'affaire a été classée sans suite, et Élise a été condamnée à couvrir tous les frais juridiques. Elle ne m'a pas regardé lorsque le verdict est tombé. Ma mère oui, son expression n'était pas en colère, elle n'avait pas honte non plus. C'était plat, comme quelqu'un qui regarde une machine qu'il ne sait pas comment faire fonctionner ou comme si elle voulait appuyer sur un bouton et le rembobiner, mais il n'y avait pas de bouton, et il n'y avait pas de bande. Il n'y avait que maintenant. Après ça, les choses se sont rapidement effondrées. Sa société a perdu 2 investisseurs clés, puis une poursuite d'un ancien employé a fait surface un mannequin neurodiverge qui a déclaré avoir été maltraité et sous-payé. Élise a publié de longues excuses sur fond pastel sur l'écoute et l'apprentissage. Cela a été rapporté en 1 heure. En 6 mois, sa marque a fait faillite. Et en 3 autres, mes parents ont vendu silencieusement leur maison. Je n'étais pas la seule raison, mais j'étais la prise manquante dans un système qui ne fonctionnait que lorsque j'étais trop fatigué pour dire non. Ils ont réduit la taille de leur maison, ont déménagé dans un condo modeste en dehors de la ville. Mon frère a un peu aidé, du moins, je ne l'ai pas appris par une chaîne de mails dont je n'étais pas censé être copié. Leur nouvelle adresse était indiquée en bas, sous une note sur qui apportait la salade de pommes de terre à Thanksgiving. Je n'étais pas invité, mais je ne voulais pas y aller. Quelque chose d'étrange s'est produit après tout ça, je m'attendais à me sentir triomphante, je ne l'ai pas fait. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme si j'étais accroché au bord d'une famille, essayant de gagner une place qui n'existait pas. Je ne me sentais pas comme si je me préparais au prochain rejet, je ne me rétrécissais plus pour être sympathique, je ne vérifiais plus qui regardait.
J'étais juste moi au libre, sans excuse. Oh, j'ai rencontré quelqu'un aussi. C'est un biochimiste qui déteste les petites conversations et adore les créatures marines fossilisées. Il ne sursaute pas lorsque je dis exactement ce que je veux dire, il ne me dit pas que je suis froide lorsque je ne fais pas semblant de sourire, il n'essaie pas de me réparer lorsque je suis dépassé ou il demande simplement « Tu veux du calme ou de la compagnie ?» Parfois, nous restons assis en silence total pendant des heures. C'est la paix la plus forte que j'ai jamais connue. J'avais l'habitude de penser que si je pouvais juste tout bien faire, si j'étais assez gentille, assez serviable, assez poli, ma famille me verrait enfin. Mais maintenant, je n'ai pas besoin d'être vu par des gens qui ne me regardaient que lorsque j'étais utile. Je me vois, et c'est suffisant. Cela fait quelques années maintenant. Je suis allé en thérapie ou une vraie thérapie, pas celle où quelqu'un essaie de corriger votre comportement, mais celle où vous pouvez réellement demander « Qui suis-je lorsque je ne joue pas pour survivre ?» Le démasquage n'était pas un interrupteur, c'était un processus lent, étrange et inconfortable, comme enlever un costume que vous ne saviez pas que vous portiez et vous rendre compte que vous n'avez jamais regardé dans le miroir auparavant. Il y a eu des jours où j'ai manqué le masque, cela a rendu les choses prévisibles, a mis les gens à l'aise. Mais maintenant, je n'y vis plus. Parfois, je dois encore l'utiliser un peu comme un écran solaire émotionnel, mais la plupart du temps, je peux être moi-même pleinement, honnêtement, sans excuse. Je suis fiancé maintenant aussi. Il me voit pas la version polie, pas celle modifiée. Il m'embrasse, et il aime cette version. C'est toujours un peu sauvage à dire à haute voix. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis le procès, et je n'ai pas l'intention de le faire. J'avais l'habitude de penser que je ne pouvais pas survivre sans leur approbation. Il s'avère que je survivais à peine avec. Maintenant, je suis heureuse non pas parce que tout est parfait, mais parce que je n'essaie plus de prouver que je mérite d'exister. Je me demande donc parfois, ai-je fait la bonne chose? Suis-je allé trop loin? Ou étais-je enfin juste assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.